L'enregistrement de l'appel au service 911 dure un peu plus de 4 minutes. Une voix féminine, agitée mais retenue. La mère signale que sa fille Shannon n'est pas rentrée de l'école. Cet appel lancera l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de la Grande-Bretagne. Mais à ce moment-là, il ne diffère en rien des centaines d'autres appels que les répartiteurs reçoivent chaque jour. L'opérateur précise les données standards, l'heure du dernier contact, l'itinéraire, la description des vêtements, les signes particuliers. L'appelante donne son nom, Karen Matthews. Elle parle de manière saccadée. Elle signale que Shannon devait rentrer à la maison vers 3h30. Il est maintenant 7h du soir. Plus de 3 heures se sont écoulées. Il commence à faire nuit dehors. Il fait froid. Le répartiteur vérifie les informations sur l'école. Karen confirme qu'elle y a appelé. À l'école, on a dit que la fille était partie à l'heure. Après les cours, elle avait natation. La piscine se trouve à l'école. L'entraînement s'est terminé à 3h15. De l'école à la maison, il y a moins d'1 mile, 15 minutes à pied, maximum 20. Même avec un retard en chemin, cet intervalle n'explique pas une absence de plusieurs heures. L'opérateur note les signes distinctifs. Cheveux blonds, constitution maigre, uniforme scolaire, pull gris et jupe grise, manteau noir. Elle a sur elle un sac d'ado et un sac de natation. La voix de Karen devient plus calme. Elle mentionne d'autres enfants. Ils sont nombreux. La maison est pleine. Mais c'est précisément Shannon qui manque. La question suivante, selon le protocole, Shannon a-t-elle l'habitude de partir sans prévenir? Karen répond par la négative. Selon elle, cela n'est jamais arrivé. Shannon rentrait toujours à la maison. Une patrouille est envoyée à l'adresse Moorside 24. Le quartier s'appelle Dewsbury Moor, l'un des quartiers défavorisés du West Yorkshire. Chômage élevé, faible revenu, dépendance aux allocations sociales. Des rangées de maisons de ville identiques, de l'asphalte mouillé, la lumière faible des lampadaires. 2 officiers sortent de la voiture et frappent à la porte. Une femme ouvre, petite, rondelette, au visage fatigué. C'est Karen Matthews, 32 ans. À l'intérieur, c'est étroit et bruyant. Dans la maison, il y a ses enfants, d'âges différents. Les officiers posent des questions, inspectent les pièces, vérifient chaque local. À ce stade, ils sont obligés d'exclure les explications les plus simples. Shannon n'est pas dans la maison. L'information est transmise au poste. Signalement, adresse, heure, dernier emplacement confirmé. Une entrée sur la disparition apparaît dans la base de données. La dernière fois que Shannon a été vue, c'était vers 3 heures de l'après-midi près de l'école Westmoor. Il est presque 8 heures du soir. La température descend vers 0. Il fait déjà nuit dehors. Les officiers décident de ne pas remettre à plus tard. Ce cas ne rentre pas dans le cadre d'un retard ordinaire. Des forces supplémentaires sont requises. Des groupes de recherche sont formés. On commence à passer le quartier au peigne fin immédiatement. En cette nuit de février 2008, peu de gens dorment tranquillement à Dewsbury. Au centre des événements, une femme qui vient d'appeler le 989, Karen Matthews, une mère semblant anéantie par le chagrin. Du moins, c'est exactement ainsi que cela paraît de l'extérieur. Pendant que la police déployait l'opération de recherche, les enquêteurs ont commencé à recueillir des informations sur celle qu'ils cherchaient. Shannon Matthews étudiait à l'école primaire Westmoor, celle-là même d'où elle n'était pas rentrée. Les enseignants la décrivaient comme calme et renfermée. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention et ne causait pas de problème. En classe, elle se comportait calmement, essayait de ne pas se faire remarquer et se tenait à l'écart. Sur les photos scolaires, une fillette blonde, maigrette, au regard retenu. Rien de voyant. Une écolière ordinaire d'une école britannique ordinaire. Si ce n'est qu'elle était visiblement plus calme que la majorité de ses pairs. Les voisins de Moorside connaissaient Shannon comme polie et obéissante. Elle ne traînait pas dans la rue tard le soir, ne faisait pas de bêtises, ne s'attirait pas d'ennui. Parfois, on la voyait jouer dans la cour avec d'autres enfants. Parfois, allant à l'école ou rentrant à la maison. Ces scènes ne suscitaient pas d'inquiétude et ne restaient pas en mémoire. À première vue, tout semblait simple, mais à un examen plus attentif, le tableau devenait plus complexe. Shannon vivait dans la maison numéro 24 de la rue Moorside, une petite maison de ville dans une rangée de maisons identiques. À l'intérieur, un bruit constant et l'exiguïté, parce que Shannon n'était pas la seule dans la famille, et même pas la deuxième. Karen Matthews avait 7 enfants de 5 hommes différents. Shannon était l'une des aînées. Son père biologique était Leon Rose. Il ne vivait plus avec la famille depuis longtemps et ne participait pratiquement pas à la vie de sa fille. Au moment de la disparition, Karen était en couple avec Craig Meehan, un partenaire de plus qui vivait dans la maison avec elle et les enfants. Travaillait-il? Il était difficile de le dire avec certitude.
La plupart du temps, il se trouvait à la maison ou à proximité, ne se distinguant par rien de particulier. Karen elle-même n'avait pas d'emploi permanent. Elle vivait des allocations de l'État. Allocations pour les enfants, aide au chômage, soutien au logement. Ces fonds permettaient d'exister, mais n'assuraient ni stabilité ni confort. Le quartier de Dewsbury Moor était considéré comme l'un des plus problématiques du West Yorkshire. Haut niveau de chômage, faible revenu, dépendance aux paiements sociaux. Pour de nombreuses familles, un tel mode de vie était la norme et non l'exception. La maison au 24 Moorside correspondait à ce fond. 2 petites pièces, beaucoup de gens dans un espace limité, bruit constant et désordre. Pas une négligence extrême, mais des conditions loin d'être exemplaires. Le logement typique d'une grande famille vivant au seuil de la pauvreté. Les services sociaux connaissaient l'existence de la famille Matthews. Cet enfant et l'absence de revenus constants attiraient automatiquement l'attention. Mais il est important de noter que, jusqu'en février 2008, aucun signal d'alarme sérieux n'avait été enregistré. Oui, la famille était considérée comme défavorisée selon des critères formels. Oui, les conditions de vie étaient loin d'être idéales. Mais il n'y avait pas de plainte des voisins. Il n'y avait pas de signalement de l'école. On n'enregistrait pas d'absence régulière au cours ou de signes de mauvais traitement. Shannon fréquentait l'école, avait l'air soigné, ne venait pas avec des traces visibles et ne se plaignait pas aux adultes. Selon les normes de Dewsbury Moor, la famille Matthews ne se distinguait pas. Il y avait beaucoup de familles de ce genre dans le quartier. Karen Matthews avait 32 ans au moment des événements. Une femme petite, rondelette, au visage fatigué. Éducation minimale, absence de profession. La majeure partie de sa vie adulte se passait entre les relations, la naissance des enfants et les démarches pour les allocations. Les voisins la traitaient différemment. Certains voyaient en elle une mère épuisée, essayant de faire face aux circonstances. Certains la considéraient comme négligée et irresponsable. Mais la majorité ne faisait simplement pas attention. Dans ce quartier, de telles histoires étaient habituelles. On en savait encore moins sur Craig Meehan, un homme calme, discret, peu enclin aux conversations. Il vivait dans la maison, aidait parfois au ménage, parfois non, les témoignages divergeaient. Il n'était pas le père de Shannon et n'avait pas de lien biologique avec elle. C'est précisément ce tableau qui se dessinait pour les enquêteurs dans les premiers jours. Une famille incomplète, beaucoup d'enfants, la pauvreté, un quartier défavorisé. Mais rien de tout cela n'expliquait directement la disparition. Shannon n'avait pas l'air enclin aux fugues. Elle était calme, obéissante, sans signe de comportement problématique. Personne ne signalait de conflits sérieux dans la famille. Elle ne fréquentait pas de compagnie suspecte et ne séchait pas l'école. Jusqu'à ce moment, rien n'indiquait un malheur. Le 19 février, Shannon est sortie de l'école après le cours de natation et n'est pas arrivée à la maison. Moins d'1 mille de chemin, environ 15 minutes de marche, 2 jours. La police du West Yorkshire comprenait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque heure réduit les chances. Les premières 48 heures dans de tels cas ont une importance décisive. L'opération de recherche a commencé la nuit même. Au matin, il est devenu clair qu'il s'agissait de recherches de grande envergure. Pendant que les groupes de recherche passaient au peigne fin les rues de Dewsbury, les enquêteurs reconstituaient la chronologie de cette journée. Il fallait comprendre ce qui s'était passé. Quand et où Shannon avait été vue pour la dernière fois. Le 19 février 2008, mardi. Une journée d'école ordinaire à l'école primaire Westmoor. Shannon est venue en cours comme d'habitude. Les enseignants n'ont rien noté d'inhabituel. Elle se comportait calmement, n'attirait pas l'attention, ne se plaignait de rien. Au cours de la journée, il n'y a eu aucun signe inquiétant. Après les cours principaux, Shannon avait un cours de natation. La piscine scolaire se trouvait sur le territoire de l'école Westmoor, elle n'avait donc besoin d'aller nulle part. L'entraînement s'est terminé à 15h10. Cela est confirmé par des documents, le registre des présences et les témoignages de l'entraîneur. À 15h15, Shannon est sortie de l'école, seule, en uniforme scolaire avec un sac à dos et un sac de natation. Plusieurs camarades de classe ont vu comment elle s'est dirigée vers la maison par son itinéraire habituel. La distance de l'école Westmoor à la maison sur Moorside est de moins d'1 mille. Même en marchant sans se presser, le chemin prend environ 15 minutes, maximum 20. L'itinéraire passe par des rues résidentielles, devant des magasins et des maisons. Le quartier est considéré comme problématique, mais n'appartient pas aux zones à criminalité de rue élevée. La dernière observation confirmée remonte à environ 15h20. L'un des résidents locaux a vu Shannon à mi-chemin de la maison. Elle marchait seule, ne tournait nulle part et ne parlait à personne.
Dans son comportement, il n'y avait rien qui aurait pu alerter. Après cela, il n'y a plus d'informations confirmées. Personne n'a vu Shannon s'approcher de la maison. Personne n'a vu comment elle est entrée à l'intérieur. Sur les dernières centaines de mètres de son itinéraire habituel, elle a disparu. Ensuite, les enquêteurs s'intéressaient à ce qui se passait à la maison. Selon Karen Matthews, elle attendait sa fille vers 3h30. C'était l'heure habituelle de retour après l'école et la natation. Quand Shannon n'est pas venue, Karen ne s'est d'abord pas inquiétée. Elle a supposé que sa fille avait pu s'attarder chez une amie ou passer au magasin. 1 heure a passé, puis encore une. Shannon ne rentrait toujours pas. Karen affirmait qu'elle avait commencé à appeler des connaissances et des proches, demandant s'ils n'avaient pas vu Shannon. Les réponses étaient négatives. Après cela, elle a appelé l'école. Là-bas, ils ont confirmé que la fille était partie à l'heure, juste après l'entraînement. Vers 6 heures du soir, selon Karen, l'inquiétude s'est renforcée. Il a fait nuit dehors, la température a commencé à baisser et Shannon n'était toujours pas à la maison. L'appel au service 989 est arrivé à 18h48, presque 3h30 après que Shannon soit sortie de l'école. Plus tard, les enquêteurs reviendront sur cet intervalle. Pourquoi le signalement n'a pas suivi immédiatement? Pourquoi ils ont décidé d'attendre? Karen expliquait cela par le fait qu'elle espérait une explication simple, que sa fille allait apparaître d'un instant à l'autre, qu'il y avait eu un malentendu. Pour la mère d'une écolière, une telle explication semblait peu convaincante, mais à ce moment-là, la police n'a pas mis l'accent là-dessus. La tâche principale était de trouver la disparue. La patrouille est arrivée à Moorside à 19h22. Les officiers ont inspecté la maison, interrogé Karen et vérifié les locaux. Shannon n'était pas à l'intérieur. Ses affaires d'école, son sac à dos et son sac de natation étaient également absents. Cela signifiait qu'elle n'était pas rentrée à la maison. Shannon a disparu non pas de la maison, mais en chemin. On a attribué à l'affaire le statut de disparition à haut risque. C'est la catégorie d'urgence la plus élevée. Elle est appliquée lorsqu'il y a des raisons de croire que le disparu peut être en danger. L'âge de Shannon, les circonstances de la disparition et l'absence de traces indiquaient précisément cela. Cette nuit-là, la police du West Yorkshire a commencé des recherches de grande envergure. Les officiers faisaient le tour des quartiers, interrogeaient les habitants, vérifiaient les cours, les sous-sols et les bâtiments vides. On a associé des cynologues à l'opération. Les chiens ont pris la piste depuis l'école et l'ont menée presque jusqu'à la maison sur Moorside. Ensuite, la trace s'interrompait. Au-dessus du quartier, un hélicoptère de la police a été mobilisé. Des plongeurs ont inspecté les plans d'eau les plus proches. Des habitants locaux se sont joints aux recherches, d'abord des dizaines de personnes, puis des centaines. Des ressources supplémentaires ont été allouées. Un groupe opérationnel distinct a été créé. Un enquêteur principal a été nommé. L'affaire a été prise sous contrôle spécial. L'histoire a rapidement été reprise par les médias, d'abord locaux, puis régionaux et ensuite nationaux. La photo de Shannon est apparue dans les journaux télévisés de tout le pays. Une fille en uniforme scolaire, cheveux blonds, regard calme. Des parallèles avec une autre affaire récente ont surgi presque immédiatement. En mai 2007, Madeleine McCann avait disparu au Portugal. Une fille britannique avait disparu d'un hôtel et n'avait jamais été retrouvée. Cette affaire restait jusqu'à présent non élucidée. Maintenant, la Grande-Bretagne était confrontée à une nouvelle disparition. Mais les circonstances étaient autres. Madeleine avait disparu à l'étranger. Shannon a disparu dans son quartier, à quelques minutes de marche de la maison. Madeleine était issue d'une famille aisée, Shannon d'une famille nombreuse et pauvre. Ces différences deviendront importantes plus tard. Pour l'instant, l'attention était rivée sur Dewsbury. Au matin du 20 février, les recherches n'avaient pas donné de résultats. On n'arrêtait pas le travail. La police et les bénévoles continuaient de chercher jour et nuit. L'attention se concentrait de plus en plus souvent sur Karen Matthews, la mère de la fille disparue. Les journalistes s'adressaient précisément à elle. Elle est devenue le visage public principal de cette affaire. Ils assiégeaient la maison sur Moorside. Microphone, caméra, questions. Karen sortait vers eux, répondait brièvement et rentrait à l'intérieur. Pour l'instant, ce n'était que de courts commentaires sur le seuil. Une adresse complète à la presse était préparée séparément. Parallèlement, les enquêteurs continuaient de reconstituer les événements de ce mardi. Ils avaient un point de départ, l'école Westmore, 15h15, et un point final, la maison sur Moorside, où Shannon n'est jamais arrivée. Entre eux, moins d'1 mille de chemin et une absence de réponse. Les officiers faisaient méthodiquement le tour de chaque maison sur l'itinéraire supposé, frappaient aux portes, posaient les mêmes questions. Avez-vous vu Shannon mardi après-midi? Avez-vous prêté attention à quelque chose d'inhabituel? Avez-vous entendu des cris? Avez-vous remarqué des voitures inconnues? Les réponses n'aidaient pas. Les gens haussaient les épaules. Personne n'avait rien vu.
Personne n'avait rien entendu. Pour un quartier résidentiel en journée, cela semblait inhabituel. Dans les rues de Dewsbury Moor, il y a généralement quelqu'un. Mais sur les dernières centaines de mètres de l'itinéraire, personne n'a mémorisé Shannon. Progressivement, la version avec une voiture attirait de plus en plus l'attention. Elle expliquait la disparition brutale, l'absence de témoins et la rupture de la trace que les sinologues avaient fixée. Si Shannon a été mise dans une voiture, cela a pu se produire rapidement et sans bruit. La police a demandé des enregistrements des caméras de surveillance. En 2008, il y en avait peu, surtout dans de tels quartiers. Néanmoins, on a réussi à rassembler des enregistrements de magasins, de stations-service et de plusieurs maisons privées. Les analystes visionnaient des heures de vidéos, essayant de trouver une silhouette familière ou une voiture suspecte. La qualité était basse, la résolution mauvaise, les angles de vue limités. Le travail avançait lentement. Le troisième jour de l'enquête, un indice concret est apparu. Le 21 février, un groupe de recherche travaillait dans un petit parc non loin de Dewsbury Moor. Cet endroit se trouvait à l'écart de l'itinéraire entre l'école et la maison. Shannon n'y allait généralement pas. Elle n'avait pas de raison de tourner dans cette direction. L'un des bénévoles a remarqué un objet sous des buissons. S'est approché plus près, il s'est avéré que c'était un sac à dos d'école. La police a été appelée immédiatement. Le territoire a été bouclé, les criminalistes ont fixé la découverte. Le sac à dos appartenait à Shannon. À l'intérieur, il y avait des cahiers, des manuels, une trousse. Tout était signé de son nom. À côté gissait un sac de natation. Cette découverte donnait plusieurs conclusions claires. Premièrement, elle confirmait que Shannon ne rentrait pas à la maison. Les affaires étaient sur elle quand elle sortait de l'école. Si elle était arrivée à Moorside, le sac à dos se serait trouvé là-bas. Deuxièmement, le lieu de la découverte soulevait des questions. Le parc ne se trouvait pas sur le chemin de l'école à la maison. Soit Shannon y est tournée elle-même, soit on l'y a amenée. Un des pas autonomes dans cette direction n'avait pas d'explication. Troisièmement, on n'a pas essayé de cacher le sac à dos. On l'a simplement laissé sous des buissons. Celui qui avait cela soit se dépêchait, soit ne jugeait pas nécessaire de dissimuler les traces, soit il comptait sur le fait qu'on trouverait les affaires. Les criminalistes ont saisi les objets pour analyse, empreintes, traces possibles d'ADN. Mais les résultats demandaient du temps, et le temps était déjà perdu. Dans les affaires de disparition, les premières 48 heures sont considérées comme critiques. Après cela, les chances d'une issue heureuse diminuent. Au moment de la découverte du sac à dos, ce délai était déjà passé. La découverte a changé le côté juridique de l'enquête. Jusque-là, on admettait formellement la version que Shannon avait pu partir d'elle-même. Maintenant, elle a cessé d'être examinée. Une écolière ne laisse pas ses affaires dans un parc et ne disparaît pas pendant plusieurs jours sans intervention extérieure. L'affaire a été transmise à la division d'enquête sur les crimes graves. Cela signifiait l'élargissement des pouvoirs et la participation d'enquêteurs qui s'occupent des enlèvements. Le mot « enlèvement » a commencé à être utilisé ouvertement, dans les rapports de police, aux informations, dans les conversations des habitants locaux. Quelqu'un a pris Shannon. Quelqu'un la détient depuis déjà 3 jours. La police préparait une adresse officielle au public. Le service de presse planifiait une grande conférence. Il fallait un visage qui s'adresserait directement. Une personne qui susciterait la compassion et attirerait l'attention. Le choix était évident. Karen Matthews a accepté de s'exprimer devant les caméras. Une mère demandant de rendre sa fille. Cela devait devenir le moment clé de la campagne médiatique. Elle se préparait à cette intervention. L'intervention a été coordonnée avec la police. Pendant que le service de presse préparait l'appel public, les enquêteurs s'occupaient d'un travail routinier mais nécessaire. Dans les affaires d'enlèvement, il y a une règle. On vérifie en premier lieu le cercle proche. Les statistiques montrent que dans la majorité des cas, la personne impliquée dans le crime connaît la victime. Souvent, c'est un parent, un ami de la famille ou un ex-partenaire. Le cercle proche de Karen Matthews était vaste. 7 enfants de 5 hommes différents. Cela signifiait au moins 5 ex-partenaires avec qui il fallait parler, plus le concubin actuel Craig Meehan, plus ses parents et connaissances, plus les parents de Karen elle-même, voisins, amis, gens qui fréquentaient régulièrement la maison. Les enquêteurs ont dressé une liste. Il s'y est trouvé plusieurs dizaines de noms. Il fallait interroger chacun, vérifier où il se trouvait le 19 février entre 3 et 7 heures du soir, élucider s'il avait accès à un transport, comprendre la nature des relations avec la famille Matthews. Le premier sur la liste était Leon Rose, le père biologique de Shannon. Il ne vivait plus avec la famille depuis longtemps et, selon Karen, ne participait pratiquement pas à la vie de sa fille. Néanmoins, formellement, il restait le parent le plus proche du côté paternel. On a trouvé et interrogé Rose. Il a confirmé qu'il communiquait rarement avec Shannon, la voyait occasionnellement. Les relations avec Karen s'étaient terminées il y a de nombreuses années et il n'entretenait pas de lien avec son ancienne famille.
À la question de savoir où il se trouvait le jour de la disparition, Rose a répondu tout de suite. Il était au travail, toute la journée, du matin au soir. Les collègues pouvaient le confirmer, les enregistrements du temps de travail aussi. On a vérifié l'alibi. Il s'est confirmé. Léon Rose a été exclu du nombre des suspects. Ensuite venaient les autres pères des enfants de Karen, en tout 5 hommes. Il fallait trouver et interroger chacun. Cela s'est avéré difficile. Certains avaient rompu tout contact depuis longtemps et ne savaient même pas ce qui se passait. D'autres vivaient loin de Dewsbury. Des troisièmes n'entretenaient pas de relation avec leurs enfants biologiques. On les trouvait l'un après l'autre. On les convoquait pour des entretiens. On vérifiait les témoignages. Tous avaient des alibis de divers degrés de fiabilité. Quelqu'un se trouvait au travail, quelqu'un était dans une autre ville, quelqu'un à la maison avec une nouvelle famille. Et cela a été confirmé par des témoins. Mais une personne de cette liste a attiré une attention particulière des enquêteurs. C'était l'un des ex-partenaires de Karen. Il avait un casier judiciaire, pas pour un crime lié à des enlèvements, mais pour violence domestique. Dans le passé, il avait usé de la force envers sa concubine. L'affaire était allée jusqu'au tribunal. Il avait reçu une peine avec sursis et avait été inscrit dans les bases de la police. Pour l'enquête, c'était un signal qu'on ne pouvait ignorer. Un homme avec une histoire de comportement agressif, lié à la famille de la disparue, exigeait une vérification séparée. On l'a convoqué pour un interrogatoire. La conversation a été longue. Les enquêteurs posaient des questions directes et inconfortables, vérifiaient la réaction, précisaient les détails, comparaient les réponses. Mais ici aussi, l'enquête n'a pas avancé. Cet ex-partenaire avait un alibi. Pas idéal, mais suffisant. Il se trouvait dans un autre district du Yorkshire. Cela a été confirmé par plusieurs sources. Témoignages de témoins, enregistrements de caméras, tickets de magasin. On l'a relâché. Formellement, il restait dans le champ de vision, mais il n'y avait pas de motif pour une arrestation. Parallèlement, on vérifiait Craig Meehan, le concubin actuel de Karen. Ce même homme calme et discret qui vivait dans la maison sur Moorside. Il n'était pas le père de Shannon, mais vivait avec elle sous le même toit, la voyait chaque jour et connaissait l'emploi du temps de la famille. On l'a interrogé en détail. Où il était ce jour-là, ce qu'il faisait, avec qui il communiquait. Craig répondait calmement, sans nervosité visible, disait qu'il se trouvait à la maison ou à proximité, qu'il avait vu Shannon le matin avant l'école, mais qu'après cela, il ne l'avait pas croisée. Ces témoignages coïncidaient avec ceux de Karen. Dans les détails, cela pouvait signifier 2 choses. Soit il disait la vérité, soit la version avait été concertée à l'avance. À ce moment-là, les enquêteurs n'avaient pas de raison de pencher vers la seconde option. Craig avait l'air d'un homme s'étant retrouvé à côté du malheur d'autrui. Il n'inspirait pas confiance, mais ne suscitait pas non plus de soupçons. On l'a laissé sans mesure ultérieure, temporairement. L'étape suivante a été les proches, les frères et sœurs de Karen, ses parents, d'autres membres de la famille. On contactait chacun, posait des questions, vérifiait l'information. On n'a rien découvert qui indiquerait une implication. La même chose concernait les proches de Craig. On les a aussi vérifiés, y compris son oncle Michael Donovan, qui vivait non loin, à environ 1 mile de la maison sur Moorside. On l'a interrogé dans le cadre de la procédure standard. Donovan a dit qu'il ne savait rien et n'avait rien vu. À ce moment-là, cela n'a pas semblé important. Donovan n'entrait pas dans le cercle proche de la famille Matthews et n'attirait pas l'attention des enquêteurs. On a enregistré ces témoignages et on est passé au nom suivant sur la liste. À cette étape, Donovan ne se distinguait par rien. Il était l'un des nombreux sur une longue liste et ne suscitait pas d'intérêt particulier. Vers la fin de la première semaine, l'enquête avait vérifié tout le cercle proche. Des dizaines d'interrogatoires, des centaines de détails précisés. Un grand volume de travail routinier. Il n'y avait pas de résultat. Pas une seule personne contre qui on aurait pu avancer des soupçons fondés. La version selon laquelle Shannon avait été enlevée par quelqu'un de ses connaissances ne se confirmait pas. Au premier plan revenait la version d'une personne étrangère, enlèvement accidentel. Quelqu'un a vu la fille dans la rue et a profité du moment. De tels cas sont rares, mais ils arrivent, et ce sont précisément eux qui s'avèrent les plus difficiles à enquêter. Le travail continuait, les recherches ne cessaient pas. Les bénévoles passaient toujours le quartier au peigne fin. La ligne directe recevait des appels. Mais au sein du groupe d'enquête, la compréhension grandissait. Sans nouvelle information, l'affaire ne bougerait pas. Il fallait une impulsion extérieure, un témoin, un enregistrement de caméra, n'importe quel détail qui sortirait l'enquête du cercle vicieux. Il restait encore un instrument, la publicité. Karen Matthews était prête à sortir devant les caméras. L'enquête n'avait pas d'autre coup à jouer à ce moment-là. Le 22 février, au 4e jour après la disparition, une conférence de presse a eu lieu à Dewsbury. La police l'a organisée dans le centre communautaire local. Des journalistes de toute la Grande-Bretagne sont venus à l'événement. Les chaînes de télévision nationales diffusaient en direct.
Derrière la table, devant les microphones, étaient assises plusieurs personnes. L'enquêteur principal, le porte-parole de la police du West Yorkshire, un représentant des autorités locales, et Karen Matthews. Karen avait l'air épuisée, visage pâle, yeux rougis, cheveux rassemblés négligemment. Elle portait un pull simple, manifestement pas neuf. Devant elle, sur la table, était posé un petit ours en peluche, le jouet préféré de Shannon. Quand Karen a commencé à parler, sa voix tremblait. Elle s'adressait directement à ceux qui pouvaient détenir sa fille, demandait de rendre Shannon, disait que la fille avait besoin d'être à la maison, que la famille l'attendait, qu'il ne gardait pas rancune et ne voulait qu'une chose, que tout se termine. Plusieurs fois, Karen a fait des pauses, essuyait ses larmes, prenait l'ours en peluche dans ses mains et le serrait contre elle. Les caméras fixaient chaque mouvement. La conférence de presse s'est rapidement transformée en un appel émotionnel d'une mère à des inconnus dont, comme on le croyait, dépendait le sort de sa fille. L'enquêteur principal a également fait une déclaration. Il s'est adressé au public avec une demande d'aide. Toute information pouvait avoir de l'importance, même un détail qui semble insignifiant. Il a appelé tous ceux qui avaient vu quoi que ce soit de suspect le 19 février à contacter la police. Séparément, il s'est adressé à ceux qui pouvaient détenir Shannon, avec un appel à la relâcher et à le faire le plus vite possible. La conférence de presse a duré environ une demi-heure. Après la partie officielle, Karen a encore répondu quelque temps aux questions des journalistes. Elle répétait une seule et même demande, rendre sa fille. L'effet de l'intervention a été visible presque immédiatement. Le jour même, le nombre d'appels sur la ligne directe a augmenté de plusieurs fois. Les gens signalaient des voitures suspectes, des inconnus étranges, des conversations et des sons entendus. La majorité de ces messages ne se confirmaient pas, mais chacun exigeait une vérification. Le mouvement bénévole a également reçu une nouvelle impulsion. Si auparavant des centaines de personnes participaient aux recherches, maintenant elles étaient devenues beaucoup plus nombreuses. Les gens venaient d'autres villes, prenaient des jours de congé, s'unissaient en groupe et sortaient passer le quartier au peigne fin. La communauté locale s'est soudée autour de la famille Matthews. Les voisins aidaient au quotidien, apportaient de la nourriture, surveillaient les plus jeunes enfants. Karen s'est retrouvée au centre de l'attention et du soutien. Parallèlement, une collecte de fonds a commencé. L'idée consistait en la création d'une récompense monétaire pour une information qui aiderait à trouver Shannon. Des entrepreneurs locaux ont soutenu l'initiative. Le journal The Sun a annoncé une contribution de 20 000 livres. D'autres éditions et des particuliers se sont joints. En quelques jours, la somme a grimpé jusqu'à 50 000 livres. Pour Dewsbury Moor, c'était énormément d'argent. De nombreuses familles dans le quartier vivaient avec quelques centaines de livres par mois. Une telle somme pouvait devenir une incitation sérieuse pour ceux qui savent quelque chose mais ont peur de parler. La police comptait sur le fait que la récompense aiderait, que quelqu'un de l'entourage du ravisseur déciderait de s'adresser à eux, que la peur céderait la place au profit. Karen Matthews est entre-temps devenue une participante constante des journaux télévisés. Son visage apparaissait régulièrement sur les écrans de télévision et à la une des journaux. Les journalistes montaient la garde près de la maison sur Moorside. Chaque sortie de Karen dans la rue s'accompagnait de questions et de caméras. Elle donnait des interviews, racontait encore et encore la même histoire, tenait l'ours en peluche et demandait de l'aide. La réaction publique était compatissante. L'histoire était perçue comme la tragédie d'une famille nombreuse et pauvre d'un quartier défavorisé. Les gens parlaient d'injustice et du fait que de tels cas ne devaient pas rester sans attention. Les comparaisons avec l'affaire Madeleine McCann continuaient de résonner, mais maintenant dans une autre tonalité. Les journalistes discutaient du contraste social. Une disparition s'était produite à l'étranger, l'autre à la maison. Une famille était aisée, l'autre vivait des allocations. Ces différences sont devenues une partie de la discussion publique. Karen participait activement à cette vague médiatique. Elle apparaissait dans les studios, enregistrait des appels, sortait devant les caméras. De l'extérieur, cela ressemblait à des tentatives insistantes de maintenir l'attention sur l'affaire et de ne pas la laisser disparaître des nouvelles. Les enquêteurs observaient ce qui se passait attentivement. La publicité faisait partie de la stratégie choisie, et Karen y jouait un rôle important. Cependant, certains détails de son comportement commençaient à attirer l'attention. De petites incohérences, la manière de répondre aux questions, ce qui ne saute pas aux yeux tout de suite. Pour l'instant, ces observations restaient au sein du groupe d'enquête. La tâche principale restait toujours la recherche de Shannon. La somme de la récompense continuait de croître. Vers la fin février, elle a atteint 50 000 livres. Les gens continuaient de faire des dons. L'espoir se maintenait encore. On supposait que quelque part Shannon était encore vivante. Et chaque jour sans nouvelles rendait cette issue de moins en moins probable.
Pendant que le public donnait de l'argent et espérait une issue heureuse, d'autres conversations avaient lieu au sein du groupe d'enquête. Les détectives qui travaillaient quotidiennement avec Karen Matthews ont commencé à remarquer des détails qui ne cadraient pas avec l'image de la mère d'une fille disparue. Tout a commencé par des broutilles. Prises séparément, elles ne signifiaient rien, mais avec le temps, elles ont commencé à former un tableau d'ensemble. La première chose qui a attiré l'attention, le comportement de Karen juste après l'interview. Devant les caméras, elle pleurait, sa voix se brisait. Mais dès que les journalistes éteignaient le matériel, un changement brutal se produisait. L'un des officiers s'est rappelé plus tard que Karen essuyait ses larmes, sortait son téléphone et commençait calmement à parler avec quelqu'un. La voix était égale. À un moment donné, elle a même souri. En soi, cela ne prouvait rien. Les gens réagissent différemment au stress et les enquêteurs le comprenaient. Ensuite sont apparus les enregistrements des caméras de vidéosurveillance au poste de police. Sur ceux-ci, Karen attendait dans le couloir avant un nouvel entretien. Elle ne savait pas qu'on l'observait. Sur l'enregistrement, elle avait l'air calme, feuilletait un magazine, vérifiait son téléphone, saluait amicalement les employés. Il n'y avait pas de signe de forte tension ou d'état dépressif. D'autres enregistrements avaient une apparence similaire. Devant les caméras des journalistes, de fortes émotions. Sans caméra, un comportement ordinaire, parfois détendu. Le deuxième moment concernait l'argent. Karen s'intéressait régulièrement à la somme de la récompense. Elle demandait combien on avait déjà collecté et si la somme allait augmenter. Formellement, il n'y avait rien d'inhabituel là-dedans, mais l'accent alarmait. Ce n'étaient pas les résultats qui l'intéressaient, mais les chiffres. L'un des détectives s'est rappelé plus tard que Karen avait un jour demandé à qui reviendrait l'argent si Shannon était retrouvée sans la participation d'un formateur. La question avait été posée en passant, mais on l'a retenue. Le troisième moment concernait la chronologie du jour de la disparition. Les enquêteurs demandaient à Karen de reconstituer plusieurs fois les événements de ce jour-là. Les réponses changeaient. Elles s'embrouillaient dans le temps et la séquence des actions. Cela pouvait s'expliquer par le stress, mais la confusion concernait des moments clés, quand elle a compris que quelque chose n'allait pas et ce qu'elle a fait en premier lieu. Le quatrième moment n'était pas lié à un épisode concret. Il concernait l'impression générale que Karen produisait sur ceux qui travaillaient avec elle. Les enquêteurs expérimentés savent comment se comportent habituellement les parents dans de telles situations. Le comportement de Karen ne coïncidait pas avec cette expérience. Les émotions apparaissaient et disparaissaient trop vite. Les intonations sonnaient apprises par cœur. Pour le public, cela semblait convaincant. Pour les professionnels, non. Vers la fin février, une conversation informelle a eu lieu au sein du groupe d'enquête. Personne ne parlait de preuves ou d'accusations, mais tous ont convenu que le comportement de Karen suscitait des questions. Il n'y avait pas de preuves directes, seulement des observations et le sentiment que certains éléments ne collaient pas. Les enquêteurs ont pris la décision de renforcer l'attention sur Karen. Pas une filature au sens cinématographique, mais une fixation plus minutieuse de ses actions hors caméra. Officiellement, Karen Matthews continuait de rester la mère de la fille disparue. Mais au sein du groupe d'enquête, l'attitude a changé. Maintenant, on la regardait comme une personne dont les actions exigent de l'attention. Les recherches de Shannon continuaient. Les bénévoles ne cessaient pas le travail. La ligne directe recevait des appels. Mais parallèlement, un autre travail a commencé, silencieux et invisible. Les enquêteurs ont commencé à étudier plus profondément la vie de Karen Matthews et son entourage. L'étude de l'entourage de Karen a commencé par les relevés téléphoniques. C'est une procédure standard dans de telles affaires. La police demande aux opérateurs le détail des appels de tous ceux qui sont liés à l'enquête, qui a appelé qui, quand, combien de temps a duré la conversation. Parfois, ces données ne donnent rien. Parfois, elles ouvrent une nouvelle direction. Dans le cas de Karen Matthews, c'est la seconde option qui s'est produite. Les analystes ont reçu les relevés de ces appels pour février 2008. Plusieurs pages de chiffres, de dates et d'heures. À première vue, rien d'inhabituel. Appel aux proches, aux voisins, à l'école, à la ligne directe de la police. Mais un numéro se répétait trop souvent. Karen l'appelait plusieurs fois par jour, parfois 5 ou 6 fois. Les conversations étaient courtes, de quelques minutes, mais la fréquence elle-même se détachait sur le fond des autres contacts. Les enquêteurs ont vérifié le numéro dans la base, il appartenait à Michael Donovan. Ce nom s'était déjà rencontré dans les matériaux de l'affaire. Donovan, l'oncle de Craig Meehan, le concubin de Karen. On l'avait interrogé dans les premiers jours, dans le cadre de la vérification standard de l'entourage. Il avait dit qu'il ne savait rien et n'avait rien vu. À ce moment-là, les enquêteurs n'avaient pas de raison de douter. Maintenant, des raisons sont apparues. La fréquence des appels entre Karen et Donovan ne correspondait pas à leur relation officielle. Selon Karen, elle ne communiquait presque pas avec la parenté de Craig.
Donovan était pour elle une personne extérieure, un parent de son partenaire avec qui il ne devait pas y avoir de contact quotidien. Alors pourquoi l'appelait-elle plusieurs fois par jour? Les enquêteurs ont regardé les dates et heures des appels plus attentivement et ont remarqué une chose importante. Le 19 février, le jour de la disparition de Shannon, Karen a appelé Donovan 2 fois. La première fois vers 2 heures de l'après-midi, avant même que Shannon ne sorte de l'école. La deuxième fois vers 5 heures du soir, environ 2 heures avant l'appel au service 999. Entre ces appels, Karen, selon ses dires, cherchait sa fille, appelait des connaissances, essayait d'élucider si Shannon n'était pas passée chez des amis. Mais dans le relevé, ses recherches se reflétaient faiblement. En revanche, les appels à Donovan sont distinctement visibles. Cela en soi ne prouvait pas d'action concrète, mais la coïncidence dans le temps et la fréquence semblait trop notable pour passer à côté. L'étape suivante, la vérification du téléphone de Donovan lui-même, détail des appels et données de localisation. En 2008, la géolocalisation n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui, mais les stations de base montraient dans quel quartier se trouvait le téléphone au moment de la connexion. Le résultat s'est avéré désagréable. Le 19 février, vers 3 heures de l'après-midi, le téléphone de Michael Donovan a été fixé par une station de base dans le quartier de l'école Westmoor, au moment même où Shannon sortait après les cours. Donovan vivait dans une autre partie de Dewsbury, à environ 1 mile de l'école. Dans sa vie ordinaire, il n'y avait pas de raison évidente de se trouver là. Il ne travaillait pas à côté, ne parlait pas d'affaires dans ce quartier. Et néanmoins, le téléphone s'est retrouvé là, au bon moment et dans la bonne zone. Les enquêteurs ont ressorti les témoignages de Donovan donnés dans les premiers jours. Il affirmait qu'il avait passé le 19 février à la maison, n'était sorti nulle part et n'avait rien vu de suspect. Maintenant, ses paroles entraient en contradiction avec les données de communication. Cela exigeait une explication. Donovan a menti sur sa localisation, ou, au minimum, n'a pas dit toute la vérité. Il s'appelait régulièrement avec Karen, bien que de l'extérieur cela semblât illogique. Son téléphone tombait dans le quartier de l'école au moment de la disparition de Shannon. Chacun de ces faits pris séparément pouvait avoir une explication innocente. Ensemble, ils s'assemblaient en un faisceau que l'enquête ne pouvait ignorer. Michael Donovan est devenu l'objet principal de l'intérêt des enquêteurs. Les détectives ont commencé à recueillir des informations sur lui. 40 ans, célibataire, vit seul dans un petit appartement à Lidgate Gardens. Travaille dans une entreprise locale, calme, renfermé, n'attirant pas l'attention. Pas de casier judiciaire, pas de problèmes officiels non plus. Les voisins le décrivaient comme un homme un peu étrange, mais inoffensif, qui se tient à l'écart. Mais après les données téléphoniques, on le regardait déjà autrement. Pas à travers l'impression, mais à travers les faits, qui exigeaient une réponse. La décision a été prise rapidement. Établir une surveillance étroite sur Donovan. Suivre les déplacements, les contacts, l'emploi du temps. Parallèlement, recueillir des informations sur son appartement, pour l'instant sans perquisition, simplement comprendre qui y vient et à quelle fréquence. À partir de ce moment, une autre personne est apparue dans les matériaux de l'affaire, Michael Donovan, oncle de Craig Meehan. Ces témoignages ne coïncidaient pas avec les données de la liaison téléphonique. Les enquêteurs ont commencé à rassembler tout ce qu'on pouvait savoir sur Michael Donovan. Documents, bases de données, témoignages, toutes mentions. L'homme qui figurait auparavant dans l'affaire comme l'un des parents est maintenant devenu un objet de vérification distinct. Michael Donovan, 39 ans au moment des événements. Célibataire, pas d'enfant. Réside seul dans un petit appartement à l'adresse Lidgate Gardens, 24. C'est à environ 1 mile de la maison de Karen Matthews sur Moorside. À pied environ 20 minutes, en voiture quelques minutes. Officiellement, Donovan était enregistré comme chômeur. Il recevait une allocation d'incapacité de travail invoquant des problèmes de caractère psychique. Des diagnostics concrets n'étaient pas indiqués dans les documents. Les paiements étaient faibles, mais permettaient d'exister. La situation financière semblait typique pour ce quartier. L'argent manquait constamment, il y avait des dettes, des paiements en retard. Donovan vivait d'un versement à l'autre, économisait, empruntait parfois à des connaissances. La vérification de l'histoire criminelle a montré qu'il n'avait pas de condamnation sérieuse. Dans la base figuraient plusieurs infractions mineures et un épisode lié à une escroquerie, qui s'était terminé il y a quelques années par une peine avec sursis. Rien qui indiquerait des crimes graves, mais il n'avait pas non plus une réputation impeccable. Les voisins de Lidgate Gardens décrivaient Donovan à peu près de la même manière. Calme, renfermé, un peu étrange. Il ne communiquait presque pas avec l'entourage, sortait rarement de l'appartement, ne participait pas à la vie de la maison. Parfois, on le voyait au magasin ou près de l'entrée,
Le reste du temps, il semblait disparaître. L'un des voisins a mentionné que Donovan avait une voiture, vieille, de couleur foncée, constamment garée près de la maison. Il ne s'est pas souvenu de la marque, mais a noté que la voiture avait l'air loin d'être neuve. Ce détail a tout de suite attiré l'attention des enquêteurs. La version avec une voiture était examinée depuis les premiers jours. La disparition s'était produite trop vite, sans témoin, et la trace s'interrompait brutalement. Tout cela rentrait dans le scénario où l'on avait emmené la fille en voiture. La police a demandé les données d'immatriculation. Donovan était effectivement propriétaire d'une vieille Peugeot bleu foncé, enregistrée à l'adresse Lydgate Gardens. L'étape suivante, vérifier où se trouvait cette voiture le 19 février. Les enquêteurs sont revenus aux enregistrements vidéo rassemblés dans les premiers jours. À l'époque, on les regardait à la recherche de Shannon ou de personnes inconnues. Maintenant, on cherchait une voiture concrète. Les analystes revisionnaient les enregistrements des caméras de magasins et de stations-service dans le quartier de l'école Westmore. La qualité était mauvaise, les numéros se lisaient partiellement, les images étaient souvent floues. Le travail a pris plusieurs jours. Finalement, sur l'un des enregistrements, fait par la caméra d'un magasin non loin de l'école, une Peugeot foncée est entrée dans le cadre. Heure de l'enregistrement, 14h53, environ 20 minutes avant que Shannon ne sorte de l'école. La voiture se déplaçait en direction de Westmore. Le numéro d'immatriculation ne se lisait pas entièrement, mais coïncidait par les symboles visibles et le format avec le numéro de la voiture de Donovan. Cet enregistrement n'était pas une preuve directe, mais il complétait les données déjà existantes. Le téléphone de Donovan a été fixé dans le quartier de l'école vers 3 heures de l'après-midi. Sa voiture se trouvait au même endroit peu avant cela. Donovan lui-même affirmait qu'il avait passé toute la journée à la maison, plus les appels réguliers à Karen, qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Chacun de ces éléments, pris séparément, admettait une explication neutre. Ensemble, ils formaient un ensemble de motifs pour des actions ultérieures. Les enquêteurs ont préparé une demande pour l'obtention d'un mandat de perquisition de l'appartement de Donovan. Pour cela, il fallait une décision du tribunal et une justification claire. Dans la demande, ils ont inclus les contradictions dans les témoignages, les données de la liaison téléphonique, l'information sur la voiture et la nature des contacts avec la mère de la disparue. Le juge a examiné les matériaux et a délivré le mandat. À ce moment-là, plus de 3 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de Shannon. 24 jours sans trace confirmée. L'espoir s'éteignait progressivement, et tous ceux qui travaillaient sur l'affaire le comprenaient. Mais maintenant, l'enquête avait une direction concrète, une adresse concrète, une personne concrète. La perquisition de l'appartement au 24 Lydgate Gardens a été fixée au 14 mars. Quelques jours avant la perquisition prévue, un événement s'est produit qui a temporairement distrait l'enquête. Un appel anonyme est arrivé sur la ligne directe. Une voix masculine a signalé avoir vu Shannon Matthews, pas à Dewsbury, mais dans une autre ville, à plusieurs dizaines de miles du lieu de la disparition. Selon les dires de l'appelant, il a remarqué la fille dans un centre commercial. Cheveux blonds, constitution maigre, âge correspondant. À côté d'elle se trouvait un homme qui lui tenait la main et la menait vers la sortie. La conversation a duré moins d'1 minute. Après cela, la liaison s'est coupée. On n'a pas réussi à identifier le numéro. La police a pris l'information au sérieux. À ce moment-là, des centaines de messages étaient arrivés sur la ligne directe. La majorité s'avérait être des erreurs. Les gens voyaient quelqu'un de ressemblant, mémorisaient mal les détails, voulaient sincèrement aider. Néanmoins, on vérifiait chaque message. Cet appel différait des autres. Un lieu concret a été nommé, l'heure indiquée, l'accompagnateur décrit. On pouvait vérifier l'information. Les enquêteurs ont pris la décision de détacher un groupe pour un déplacement. Cela signifiait une redistribution des ressources et un affaiblissement temporaire d'autres directions de travail. Le groupe est parti dans la ville indiquée, a contacté la police locale, a obtenu l'accès aux caméras de surveillance du centre commercial, a commencé à interroger les employés et les visiteurs. Le travail a pris presque 12 heures. Le résultat s'est avéré nul. Sur les enregistrements des caméras, on n'a trouvé personne qui correspondrait à la description. Les employés des magasins ne se sont souvenus de rien de suspect. Pas un seul détail ne s'est confirmé. L'appel s'est avéré faux. Cela pouvait être une erreur de bonne foi. Dans les affaires retentissantes, les gens prennent souvent leur désir pour la réalité. Mais on examinait aussi une autre version, une désinformation intentionnelle. Si l'appel a été fait consciemment, son but était clair, distraire la police et gagner du temps. De telles tentatives sont connues des enquêteurs et se rencontrent dans les enquêtes complexes. On a fixé l'heure de l'appel séparément. Il est arrivé quelques jours après que Michael Donovan se soit retrouvé dans le champ d'attention soutenu. Il n'y avait pas de preuve directe de lien, mais on a noté la coïncidence. Parallèlement, la surveillance de Donovan continuait.
Pendant tout le temps de l'observation, il sortait rarement de l'appartement. Ses apparitions dans la rue étaient courtes et stéréotypées. Habituellement, c'étaient des sorties rapides jusqu'au magasin le plus proche et tout de suite le retour. Il essayait de ne pas s'attarder, regarder autour de lui, éviter les contacts. On a prêté une attention particulière à son appartement. Les rideaux aux fenêtres étaient constamment fermés, indépendamment de l'heure de la journée. La lumière à l'intérieur s'allumait et s'éteignait à des heures différentes, mais les fenêtres restaient hermétiquement voilées. On fixait toutes ces observations sans conclusion. Sorties rares, comportement renfermé, minimum de contact avec le monde extérieur. Pris séparément, chaque détail pouvait avoir une explication simple. Au total, il renforçait les soupçons et exigeait une vérification. Une version de travail est apparue chez les enquêteurs. Quelqu'un d'autre peut se trouver dans l'appartement de Donovan, quelqu'un dont il ne veut pas afficher la présence. Cette version n'était pas une preuve, mais elle changeait les priorités. La perquisition, fixée au 14 mars, est devenue l'étape clé de l'enquête. De ce qui serait découvert derrière la porte de l'appartement de Lidgate Gardens dépendait la direction ultérieure de l'affaire. On a accéléré la préparation, étudié le plan du bâtiment, répété l'ordre d'entrée, prévu un accompagnement médical au cas où l'on découvrirait effectivement la disparue à l'intérieur. Il restait moins de 24 heures avant la perquisition. Pendant que le groupe d'intervention se préparait à l'opération à Lidgate Gardens, une autre partie du groupe d'enquête travaillait sur le profil financier de Karen Matthews. Les soupçons à son adresse s'accumulaient, et maintenant il fallait comprendre le motif possible. La police a demandé les données sur les comptes bancaires de Karen et de son entourage le plus proche. L'opération a pris quelques jours, à cause des procédures bureaucratiques, mais le résultat en valait la peine. Le tableau financier s'est avéré sombre. Karen vivait dans des dettes constantes. Sur ses comptes, il y avait presque jamais de solde positif. Les allocations qu'elle recevait pour elle et les 7 enfants partaient presque entièrement dans les dépenses courantes. En même temps, des arriérés s'étaient accumulés. Factures d'électricité impayées, paiements en retard sur la carte de crédit, dettes envers des connaissances. La somme totale des dettes s'élevait à plusieurs milliers de livres. Pour une famille vivant des allocations, c'était de l'argent impossible à réunir. Karen joignait à peine les deux bouts et cherchait constamment des moyens de combler les trous financiers. Les enquêteurs ont noté un autre détail. Peu avant la disparition de Shannon, Karen avait essayé de contracter un crédit supplémentaire. La demande avait été rejetée à cause d'un mauvais historique de crédit. Cela s'est produit début février, 2 semaines avant que Shannon ne disparaisse. Le refus de crédit a pu renforcer le sentiment d'impasse. Dans un tel état, les gens commencent à envisager des solutions qui semblaient impensables auparavant. Mais le véritable tournant s'est produit quand les enquêteurs sont revenus à la technique saisie dans la maison sur Moorside. Dans la maison se trouvait un vieil ordinateur de bureau. Toute la famille l'utilisait, mais principalement Karen. L'appareil avait été saisi dès les premiers jours de l'enquête, dans le cadre de la procédure standard. À l'époque, on l'avait vérifié rapidement à la recherche de traces évidentes, correspondance, dernier contact, menaces directes. Rien de significatif n'avait été trouvé, et l'ordinateur avait été envoyé au stockage. Maintenant, la situation avait changé. L'ordinateur a été transmis pour une analyse approfondie. À cette étape, l'expertise numérique avait déjà une tâche concrète et n'était pas menée à l'aveuglette. Les spécialistes en criminalistique numérique ont restauré les fichiers supprimés, analysé l'historique du navigateur et les journaux système. Les résultats se sont avérés inattendus. Dans l'historique des requêtes de recherche, on a découvert des enregistrements faits quelques semaines avant la disparition de Shannon. Les thèmes des requêtes se répétaient. Récompense pour les disparus. Combien paie-t-on pour une information sur les enlevés? Fonds Madeleine McCann. Comment recevoir de l'argent pour une personne retrouvée? Les requêtes de recherche dataient de janvier et début février 2008, avant la disparition de Shannon. Les enquêteurs ont vérifié qui pouvait utiliser l'ordinateur à ce moment-là. Selon les témoignages des membres de la famille et des voisins, seuls Karen et ses enfants aînés y avaient accès. Mais les formulations des requêtes, la séquence de recherche et l'intérêt pour les détails indiquaient une personne adulte. L'histoire de Madeleine McCann a particulièrement alerté l'enquête. Cette affaire était bien connue de tout le pays. Après la disparition de la fille au Portugal, les parents avaient créé un fonds par lequel des dons étaient collectés. Les sommes se chiffraient en millions de livres. L'histoire était largement couverte dans les médias, discutée à la télévision, dans les journaux, sur les forums. Quelqu'un dans la maison de Karen Matthews étudiait cette histoire, non comme une tragédie, mais comme un modèle. Ce n'était pas le sort de la disparue qui l'intéressait, mais le côté financier. Comment se forme la récompense?
qui reçoit l'argent, à quelles conditions. Ces requêtes en elles-mêmes n'étaient pas une preuve de crime. Mais dans le contexte de tout ce qui se passait, elles semblaient inquiétantes. Après elle, Shannon a disparu. Après cela, un fonds de récompense a été créé, et Karen s'intéressait régulièrement à la somme qui s'y accumulait. Les enquêteurs ont construit une version de travail. Karen se trouvait dans une situation financière difficile. Elle était au courant de l'affaire des McCann et voyait quelles ressources l'histoire d'une disparue peut attirer. Elle a pu décider qu'elle était capable de reproduire ce scénario. Mettre en scène un enlèvement, jouer le rôle de la mère anéantie par le chagrin, laisser le temps et l'attention faire leur œuvre, et ensuite organiser le retour de sa fille et recevoir l'argent. Cette version expliquait beaucoup de choses, le comportement étrange de Karen, son intérêt pour la récompense, les contradictions dans les témoignages, les contacts réguliers avec Michael Donovan. Si la version est correcte, Shannon n'a pas été enlevée par une personne accidentelle. On l'a cachée intentionnellement. Avec la participation d'une personne à qui l'on pouvait confier un tel rôle. Donovan correspondait à cette description. Parent du concubin, vivant non loin, invisible pour l'entourage, ayant un appartement séparé. La version restait encore une théorie. Les requêtes de recherche et les dettes ne prouvaient pas la culpabilité directement, mais elles donnaient un motif. Et le motif, joint aux relevés téléphoniques, aux faux témoignages et aux données de surveillance, formait déjà non pas une conjecture, mais une direction d'enquête claire. La perquisition de l'appartement de Donovan devait mettre un point final. Si Shannon se trouvait là, la version se confirmait. Sinon, l'enquête aurait dû revoir toute la construction. Dans quelques heures, l'enquête devait recevoir les réponses. Le 14 mars, tôt le matin, Karen Matthews a reçu une convocation au poste de police. La formulation était neutre, précision de certains détails sur l'affaire, rien de menaçant, rien de suspect, procédure ordinaire. Karen a accepté de venir, elle n'avait pas de raison de refuser. Elle restait toujours la mère de la fille disparue, et non une suspecte, du moins officiellement. Au poste, on l'a conduite dans une salle d'interrogatoire, une petite pièce avec une caméra sous le plafond. Une table, quelques chaises, du matériel d'enregistrement. Tout est standard. En face de Karen s'est assis l'enquêteur principal. À côté de lui se trouvait un détective qui tenait le protocole. L'atmosphère restait calme, presque amicale. La conversation a commencé par des questions générales, sur son état de santé, sur comment elle fait face à ce qui se passe, s'il y a des nouvelles des proches. Karen répondait habituellement, disait qu'elle était fatiguée, mais tenait bon, espérait le meilleur et était reconnaissante pour le soutien. Ensuite, le ton de l'entretien a changé. L'enquêteur a sorti du dossier quelques feuilles de papier et les a posées sur la table devant Karen. C'étaient des relevés de connexion téléphonique. Il a demandé si elle connaissait Michael Donovan. Karen a confirmé qu'elle le connaissait, expliquant que c'était l'oncle de son partenaire. Selon ses dires, ils communiquaient rarement et n'avaient pas de relation proche. L'enquêteur a pointé les relevés. Selon les données de l'opérateur de liaison, ces dernières semaines, Karen avait appelé Donovan des dizaines de fois, parfois 5 ou 6 fois par jour. Un tel volume de contact ne correspondait pas à la description d'une communication rare. Karen a visiblement hésité. Elle ne s'attendait manifestement pas à une telle tournure. Après une courte pause, elle a commencé à expliquer que les appels pouvaient être liés à diverses questions domestiques, des demandes de conseils ou un intérêt pour la santé. Les explications semblaient vagues. L'enquêteur a noté les réponses et a continué. La conversation est passée au jour de la disparition de Shannon. Karen avait déjà raconté plus d'une fois les événements du 19 février, mais maintenant l'enquêteur a demandé de reconstituer la chronologie le plus précisément possible, heure par heure et minute par minute. Karen a commencé à répondre et s'est presque tout de suite mise à s'embrouiller. Dans différents fragments du récit, l'heure des mêmes événements différait. Dans un cas, elle disait qu'elle avait commencé à s'inquiéter vers 5 heures du soir, dans l'autre, plus près de 6 heures. D'abord, elle affirmait qu'elle avait appelé l'école avant d'avoir appelé les amis de sa fille, ensuite, elle affirmait le contraire. L'enquêteur n'interrompait pas et ne haussait pas la voix. Il posait des questions de précision et notait les réponses. Les contradictions s'accumulaient progressivement. Ensuite, un autre dossier s'est posé sur la table. Il contenait les relevés des requêtes de recherche de l'ordinateur personnel de Karen. L'enquêteur a énuméré certaines d'entre elles, liées aux récompenses pour les disparus et à l'affaire Madeleine McCann, et s'est intéressé à qui pouvait chercher cette information. Karen a pâli. Elle ne s'attendait manifestement pas à ce que ces données soient découvertes. Quelques secondes, elle s'est tue, puis a commencé à parler vite et de manière saccadée. Elle affirmait qu'elle ne se souvenait pas de telles requêtes, que tous les membres de la famille utilisaient l'ordinateur, peut-être les enfants aînés ou quelqu'un des invités.
L'enquêteur a demandé pour quelles raisons des enfants ou des étrangers pouvaient s'intéresser aux questions de récompense pour les disparus. Karen n'a pas pu donner de réponse claire. Elle a commencé à s'énerver, à hausser la voix, s'est mise à gesticuler plus activement. Elle insistait sur le fait qu'elle n'avait pas de rapport avec la disparition de sa fille et que la police devait chercher les vrais ravisseurs. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. L'enquêteur revenait successivement aux moments clés. Appel à Donovan 1 heure avant la disparition de Shannon, appel répété 2 heures plus tard, intérêt constant pour la somme de la récompense. À chaque point, Karen trouvait une réponse, mais ces réponses ne s'assemblaient pas en un tableau entier et non contradictoire. Elle continuait d'affirmer que Shannon avait été enlevée par une personne inconnue. Après la fin de l'interrogatoire, Karen a été sortie de la salle d'interrogatoire, pensant qu'elle s'en était sortie. Cependant, pour les enquêteurs, le but était autre. Il leur importait de fixer les contradictions et les faux témoignages officiellement dans les protocoles. Pendant que Karen se trouvait dans la salle d'interrogatoire, dans une autre partie de Dewsbury se déployait une opération parallèle. Le groupe d'intervention s'est dirigé vers la maison à Leadgate Gardens. Plusieurs voitures sans signe distinctif, des officiers en uniforme et en civil. Une équipe médicale se trouvait à proximité. L'heure avait été choisie consciemment. Pendant que Karen se trouvait au poste, elle ne pouvait pas prévenir Donovan. Les voitures se sont arrêtées près de la maison numéro 24. Les officiers ont pris position. Le chef du groupe a frappé à la porte et a exigé d'ouvrir. À l'intérieur, on a entendu du mouvement, des pas, des bruissements. La porte ne s'ouvrait pas. On a répété l'exigence. Ensuite, la serrure a cliqué et la porte s'est entr'ouverte lentement. Sur le seuil se tenait Michael Donovan. Il avait l'air pâle et désemparé. La visite a manifestement été une surprise pour lui. Les enquêteurs ont présenté le mandat de perquisition et sont entrés à l'intérieur. L'appartement de Michael Donovan s'est avéré petit. Une pièce avec une cuisine minuscule et des sanitaires combinés. Le logement typique d'un homme seul vivant des allocations. Meubles bon marché, vieux papier peint, odeur de renfermé. Les officiers se sont répartis dans le local. L'un est resté avec Donovan dans le couloir, contrôlant ses actions. Les autres ont commencé l'inspection. Donovan se comportait calmement. Il ne résistait pas, ne posait pas de questions, ne demandait pas d'avocat. Il restait simplement debout et observait comment les policiers vérifiaient méthodiquement l'appartement. Son visage restait impénétrable, mais ses mains tremblaient visiblement. L'inspection primaire n'a rien donné. On a vérifié les armoires, regardé sous le lit, inspecté les tiroirs de cuisine et la salle de bain. On cherchait tout signe de présence d'une autre personne. Vêtements, affaires personnelles, traces de vie quotidienne. On n'a rien découvert d'évident. L'appartement avait l'air comme si une seule personne y vivait effectivement. Vêtements d'homme dans l'armoire, une seule brosse à dents, minimum de vaisselle. Pendant un court moment, les enquêteurs ont eu le sentiment qu'ils avaient pu se tromper. Tous les faits rassemblés auparavant, appels, données de facturation, enregistrement de caméra, pouvaient ne pas mener au résultat. Mais le mandat permettait de mener une perquisition complète, et ils ont continué. L'un des officiers a commencé une inspection plus minutieuse de la zone de couchage. C'était la seule pièce d'habitation. Contre le mur se trouvait un canapé-lit avec un mécanisme de levage et un coffre intérieur pour le rangement. De tels canapés étaient répandus dans les appartements britanniques. Économie d'espace, le jour siège, la nuit couchage, à l'intérieur, place pour le linge ou les affaires. L'officier a essayé de soulever le siège. Le mécanisme n'a pas cédé. Il a essayé de nouveau. La base semblait bloquée de l'intérieur. Cela a paru étrange. Habituellement, de telles constructions s'ouvrent sans effort. Il s'est accroupi et a inspecté attentivement la structure. La base du canapé semblait modifiée. Le panneau inférieur était renforcé par des planches supplémentaires. Sur les bords, on voyait des traces de fixation récentes. Le meuble avait manifestement été modifié. L'officier a frappé sur la base. Le son était sourd, pas tel qu'il doit être pour un coffre vide. Il a frappé encore une fois. En réponse, un son faible, à peine perceptible, est parvenu de l'intérieur. Les officiers ont réagi immédiatement. On a sorti de Donovan la pièce et on l'a passé sous contrôle renforcé. Son visage a pâli, il gardait toujours le silence. On a commencé à démonter le canapé. On a enlevé le matelas. On a essayé d'ouvrir la base de manière ordinaire. Sans succès. Le mécanisme était bloqué par des loquets supplémentaires. Il a fallu utiliser des outils. Soigneusement, pour ne pas endommager le contenu possible, on a commencé à écarter les panneaux. Le bois craquait, les fixations cédaient lentement. Quelques minutes plus tard, on a réussi à enlever la paroi latérale. À l'intérieur,
Dans l'espace étroit entre le fond et la structure se trouvait une fille. Cheveux blonds, constitution maigre, uniforme scolaire froissé et sale. C'était Shannon Matthews. Elle était vivante. Shannon était allongée sur le côté, les genoux repliés. Les yeux étaient ouverts, mais le regard restait flou. Elle ne réagissait pas à la lumière et au mouvement. Les officiers ont immédiatement appelé l'équipe médicale qui attendait dehors. Quand les médecins sont arrivés, on a extrait Shannon avec précaution de la cachette et on l'a allongée sur un brancard. L'examen primaire a montré qu'il n'y avait pas de blessure physique grave, mais son état suscitait l'inquiétude. Et les réactions étaient ralenties, le pouls lent, les pupilles dilatées. Tout indiquait l'effet de sédatifs. On la maintenait dans un état de suppression médicamenteuse. Shannon a passé 24 jours dans cet espace, dans un compartiment étroit sous le canapé, isolé du monde extérieur, sous l'effet de médicaments, dans l'appartement d'un homme avec qui elle n'avait pas de lien personnel. Shannon a été emmenée à l'hôpital. Il lui fallait un examen médical, une désintoxication et une aide psychologique. Les conséquences de ce qu'elle avait vécu devaient se manifester encore longtemps. Michael Donovan a été arrêté sur place. On l'a emmené au poste de police pour interrogatoire. Les accusations formelles concernaient l'enlèvement et la détention illégale. Cependant, pour les enquêteurs, il était évident qu'il n'avait pas agi seul. L'information que Shannon avait été retrouvée vivante s'est répandue rapidement. Le soir, tout le pays le savait. La première réaction a été la joie. La disparue est retrouvée, vivante, presque un mois plus tard. Mais cette joie s'est avérée de courte durée. Très vite, des détails ont commencé à faire surface, qui changeaient la perception de toute l'histoire. Karen Matthews se trouvait à ce moment-là toujours au poste de police après l'interrogatoire. Les enquêteurs lui ont annoncé la découverte. Ils observaient attentivement sa réaction. Elle n'a pas exprimé de surprise, n'a pas exigé de détails, n'a pas manifesté de désir immédiat de voir sa fille. Elle a seulement pâli. Sa réaction ressemblait à une confirmation du fait que le lieu où se trouvait Shannon tout ce temps lui était connu. Quelques heures plus tard, Karen Matthews a été arrêtée. La nouvelle de son arrestation s'est répandue dans le poste de police en quelques minutes. Le matin encore, elle restait la mère de la fille disparue, le visage public de la tragédie, l'objet de compassion. Le soir du même jour, son statut a changé. Avant de formaliser l'arrestation officiellement, les enquêteurs ont eu encore une conversation avec elle. Son caractère différait de l'interrogatoire précédent. Après la fin des procédures formelles, Karen restait dans le bâtiment du poste de police. À ce moment, l'enquêteur principal s'est de nouveau approché d'elle. Il a annoncé que Shannon avait été retrouvée vivante et découverte dans l'appartement de Michael Donovan à Lydgate Gardens. L'enquêteur observait attentivement la réaction. Pour une personne qui ne savait pas où se trouvait sa fille tout ce temps, une telle nouvelle provoque habituellement une réponse émotionnelle brutale. Soulagement, larmes, flot de questions. Désir d'apprendre immédiatement les détails et de la voir. La réaction de Karen a été autre. Elle a pâli, s'est tendue, a baissé le regard. Quelques secondes, elle s'est tue. Dans son comportement, il n'y avait pas de signe de joie ou de soulagement. Au contraire, cela ressemblait à une confirmation de l'information et non à une nouvelle inattendue. Cette réaction a été fixée et plus tard décrite en détail dans les rapports de service. L'enquêteur a continué la conversation, posant déjà des questions directes. Savait-elle où se trouvait Shannon? A-t-elle pris part à l'organisation de cela? Y avait-il entre elle et Donovan une entente préalable? Karen niait son implication, affirmait qu'elle ne savait pas pour les actions de Donovan et ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela. Cependant, ses réponses n'avaient plus le même poids. La réaction à l'annonce de la découverte de sa fille est devenue pour l'enquête un indicateur psychologique important. Parallèlement, dans une autre partie du poste, on interrogeait Michael Donovan. On l'avait amené là tout de suite après l'arrestation. Contrairement à Karen, il n'a pas essayé de soutenir la version de l'innocence. Il a demandé un avocat, a reçu une consultation juridique et après cela a accepté de donner des témoignages. Donovan a raconté en détail ce qui s'était passé. Il a décrit comment le dessin était né, qui en était l'initiateur et quel rôle il jouait lui-même. A indiqué les dates, la séquence des actions, les conditions dans lesquelles Shannon était détenue et la fin supposée de cette histoire. Les témoignages ont été fixés en vidéo et formalisés sous forme de protocole. Donovan a signé les documents en présence de l'avocat. Cela s'est avéré suffisant. Karen Matthews a été officiellement arrêtée pour soupçon d'organisation d'enlèvement et de détention illégale. La procédure s'est passée selon l'ordre établi. On l'a placée en cellule de détention provisoire. Elle essayait de contester les accusations,
insistait sur son innocence et affirmait que Donovan donnait de faux témoignages. Cependant, l'ensemble des matériaux rassemblés parlait de lui-même. Les enquêteurs disposaient de traces numériques, du détail des appels, des résultats de la surveillance, des témoignages de Donovan et de la réaction fixée de Karen à la nouvelle clé. Ces éléments s'assemblaient en un tableau unique. Maintenant, il restait à reconstituer la chronologie complète des événements, jour après jour, du 19 février au 14 mars, comprendre comment exactement le plan se développait, qui prenait les décisions et à quelle étape tout a mal tourné. Selon la version de l'enquête, l'idée de mettre en scène la disparition de Shannon est née chez Karen Matthews environ un mois avant les événements, fin janvier, début février 2008. À cette époque, elle suivait attentivement la couverture de l'affaire Madeleine McCann et voyait comment autour de la disparition se formait une campagne d'envergure de compassion, d'attention médiatique et de collecte d'argent. Le fonds d'aide, les dons, la présence constante aux informations, tout cela faisait impression. Karen est arrivée à la conclusion qu'un tel scénario pouvait être reproduit. Pour cela, elle avait besoin d'un complice, une personne à qui l'on pouvait confier sa fille pour un temps et qui n'attirait pas l'attention dans les premiers jours des recherches. Pas un étranger, mais pas non plus un parent proche. Le choix est tombé sur Michael Donovan, l'oncle de son concubin Craig. Il vivait non loin, dans le quartier de Leadgate Gardens, seul, éprouvait des difficultés financières et ne suscitait pas d'intérêt chez la police à l'étape initiale de l'enquête, dans les premiers jours après le 19 février. Selon les témoignages de Donovan, Karen lui a exposé le plan fin janvier 2008. Il devait récupérer Shannon après l'école, un jour choisi à l'avance, l'emmener chez lui et la garder dans l'appartement tant que la situation mûrissait. Karen prenait sur elle la partie publique, appel à la presse, participation aux recherches, création de l'image de la mère cherchant désespérément sa fille. En échange, on a promis à Donovan une partie de la future récompense. Pour un homme vivant des allocations, c'était de l'argent significatif. Le 19 février 2008, le plan était mis à exécution. Le matin, Karen a envoyé Shannon à l'école comme d'habitude. Le comportement ne différait pas du quotidien. Après les cours et la natation scolaire, Shannon est sorti de l'école Westmoor vers 15h15, où Donovan l'attendait déjà. Il a dit qu'il agissait à la demande de la mère. Qu'il fallait venir avec lui, parce qu'un problème avait surgi à la maison. Shannon connaissait Donovan comme un parent de l'homme qui vivait avec sa maman, et n'a rien vu de suspect là-dedans. Elle est montée dans la voiture. Donovan l'a emmené dans son appartement à Leadgate Gardens. Là, la situation a changé. Il est devenu clair pour Shannon qu'il n'y aurait pas de retour à la maison. Elle a commencé à poser des questions, à s'énerver, à demander de la ramener. Donovan n'était pas prêt à cela et ne savait pas comment faire face. Bientôt, il lui a donné un somnifère, en dissolvant des comprimés dans une boisson, le jour même, dans la seconde moitié de la journée. Selon ses dires, c'étaient des médicaments ordinaires, acquis sans ordonnance. Après cela, Shannon s'est endormie. Ainsi a commencé sa détention. Au cours des 24 jours suivants, du 19 février au 14 mars 2008, Shannon s'est trouvée dans l'appartement de Donovan. La majeure partie du temps, dans un état de somnolence prononcée. Donovan lui donnait régulièrement des sédatifs pour qu'elle ne fasse pas de bruit et n'essaie pas de partir. Le deuxième ou troisième jour après la disparition, environ le 21-22 février, il a aménagé une cachette dans la base du canapé-lit, a modifié la structure, installé des fixations supplémentaires et créé un espace dans lequel pouvait tenir une personne de petite taille. La cachette était utilisée quand Donovan sortait de l'appartement ou craignait des visites. Karen était au courant de ce qui se passait. Les connexions téléphoniques confirment des contacts réguliers entre elle et Donovan, tout au long de la période de fin février à début mars. Selon ses témoignages, elle s'intéressait à l'état de Shannon, donnait des instructions et discutait des étapes ultérieures. Karen fournissait partiellement les sédatifs. On les achetait dans différentes pharmacies au cours de février pour ne pas attirer l'attention. La transmission se faisait lors de rares rencontres ou par des tiers. Publiquement, Karen continuait de jouer le rôle de la mère de la victime. Intervention devant les caméras, larmes, appel aux ravisseurs, intérêt constant pour la somme de la récompense, surtout après la conférence de presse du 22 février. L'argent était l'élément clé du plan. On comptait terminer l'opération quand la somme atteindrait le niveau souhaité. La fin était supposée de différentes manières. Appel anonyme avec un tuyau, découverte accidentelle, n'importe quelle variante où le retour de Shannon semblerait naturel et l'origine de l'argent légale. Mais le schéma a eu un raté. Les données de liaison, les enregistrements des caméras et les contradictions dans les témoignages ont mené l'enquête sur Donovan début mars. La perquisition de son appartement le 14 mars 2008 a mis un point final à la réalisation du plan. L'expérience d'enquête menée plus tard a confirmé la reconstitution. L'itinéraire de l'école à l'appartement, les dimensions de la cachette, les intervalles de temps, tout coïncidait.
L'expertise a montré une exposition prolongée aux sédatifs, à des dosages non dangereux pour la vie, mais suffisants pour supprimer l'activité. L'examen médical de Shannon a confirmé les conséquences de l'exposition prolongée aux médicaments et la nécessité d'une rééducation. Elle a survécu, et maintenant, elle était en sécurité. Karen Matthews et Michael Donovan attendaient le procès. Le procès a commencé en novembre 2008 à la Cour de la Couronne de Leeds. La salle était bondée de journalistes, d'observateurs et de représentants du public. L'intérêt pour l'affaire ne s'éteignait pas depuis le moment de l'arrestation de Karen Matthews et Michael Donovan. On imputait aux accusés l'enlèvement, la privation illégale de liberté et des actions visant à induire l'enquête en erreur. Le procureur a présenté au tribunal tout l'ensemble des preuves rassemblées au cours de l'enquête. Détails des connexions téléphoniques, données sur la localisation des appareils mobiles, requête de recherche de l'ordinateur personnel de Karen, témoignage d'aveu de Donovan, résultat de l'expertise médicale de Shannon, enregistrement des caméras de surveillance, protocole d'interrogatoire avec les contradictions fixées. Chacun de ces éléments séparément indiquait l'implication des accusés. Au total, ils formaient un tableau entier et cohérent de ce qui s'était passé. L'accusation a souligné séparément le caractère du crime, une mère ayant utilisé sa propre fille comme moyen d'obtenir de l'argent. Une femme qui, au cours de plusieurs semaines, a consciemment induit en erreur la police, le public et la presse, qui démontrait publiquement le désespoir, sachant où se trouvait Shannon en réalité. La défense de Karen Matthews se construisait sur plusieurs arguments clés. Les avocats se référaient aux capacités intellectuelles limitées de l'accusée. L'expertise psychologique a montré que le niveau de son intelligence se trouvait à la limite inférieure de la norme. La défense affirmait que Karen ne réalisait pas pleinement les conséquences de ses actions et cédait facilement à l'influence. On indiquait aussi les circonstances sociales difficiles de sa vie, pauvreté chronique, absence d'éducation, famille nombreuse, dépendance aux allocations et absence de soutien stable. La ligne de défense se résumait au fait qu'il fallait considérer Karen non comme une organisatrice de sang-froid, mais comme une personne ayant agi dans des conditions d'insolvabilité vitale extrême. La défense de Michael Donovan s'en tenait à une position similaire. Ses avocats insistaient sur le fait qu'il se trouvait sous pression de la part de Karen, remplissant le rôle d'exécutant. On soulignait son isolement social, ses problèmes psychologiques et l'absence d'expérience criminelle comparable à la gravité des accusations. Le tribunal a écouté les deux parties. Le procès a duré plusieurs semaines. En décembre 2008, les jurés se sont retirés pour rendre le verdict. La décision a été unanime. Karen Matthews et Michael Donovan reconnus coupables sur tous les points de l'accusation. Le juge, en énonçant la sentence, n'a pas caché son attitude envers ce qui s'était passé. Il a caractérisé le crime comme extrêmement lourd et moralement inacceptable. Dans son discours, le juge a noté que Karen Matthews avait trahi la confiance de sa propre fille, exploité consciemment la compassion publique et soutenu une fausse version des événements au cours de plusieurs semaines. La sentence pour les deux accusés s'est avérée identique. 8 ans de privation de liberté. Karen Matthews a écouté la décision sans émotion visible. La femme, dont le chagrin public était encore récemment diffusé à tout le pays, était assise immobile, ne réagissant pas aux paroles du juge. Donovan n'a pas non plus manifesté de réaction. Après l'énoncé de la sentence, on les a sortis de la salle du tribunal sous escorte. Dehors du bâtiment, une foule s'était rassemblée. Les gens criaient des insultes, exprimaient leur indignation et exigeaient une punition plus sévère. La police a dû assurer la protection et l'accompagnement du transport pénitentiaire. 8 ans de privation de liberté avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans en cas de bonne conduite. Pour beaucoup, ce délai a paru disproportionnellement doux. Mais la sentence a été rendue dans le cadre de la législation en vigueur. Après l'énoncé de la sentence, les conséquences de cette histoire ne se sont pas terminées avec le procès. Elles ont continué de se dérouler encore des années plus tard. Shannon et les 6 autres enfants de la famille de Karen Matthews ont été remis sous la tutelle de l'État. Le tribunal a pris la décision de la privation complète et illimitée des droits parentaux de Karen. Aucun d'eux n'est plus retourné dans la maison sur Moorside. On les a placés dans des familles d'accueil dans différentes régions du pays. Les identités ont été classées secrètes, les nouvelles adresses n'étaient pas divulguées. Tout contact avec la mère biologique officiellement interdit. Shannon a reçu un nouveau nom et a été sorti du champ public. Les détails de sa vie ultérieure ne sont pas divulgués jusqu'à présent, pour des raisons de sécurité. On sait seulement qu'elle a suivi un long cours de rééducation psychologique et s'est trouvée sous l'observation de spécialistes au cours de plusieurs années après le sauvetage.
L'attitude publique envers Karen Matthews a changé presque instantanément. La femme avec qui tout le pays compatissait encore récemment est devenue l'objet d'un rejet massif. Les tabloïds britanniques et les commentateurs publics l'appelaient la mère la plus détestée de Grande-Bretagne. Son nom a cessé d'être simplement un nom de famille. Il s'est transformé en désignation d'un type concret de trahison. Les 50 000 livres collectés dans le cadre de la campagne de recherche de Shannon n'ont jamais été versés. Après la fin du procès, les fonds ont été rendus aux donateurs ou redirigés vers des fonds caritatifs travaillant avec les disparus. En 2012, Karen Matthews a été libérée en conditionnel, ayant purgé la moitié de la peine désignée. Michael Donovan est sorti en liberté à peu près à la même période. On a fourni aux deux de nouveaux documents et un lieu de résidence fermé. Ces mesures ont été prises à cause de menaces réelles de la part de la société. Après sa libération, Karen Matthews s'est retrouvée plusieurs fois de nouveau dans le champ de vision de la presse. On la reconnaissait malgré les tentatives de changer d'apparence et de cacher le passé. Chaque apparition de ce genre provoquait une réaction brutale. Durant toutes ces années, elle n'a jamais fait de déclaration publique avec un aveu de culpabilité, n'a pas présenté d'excuses à sa fille, n'a pas essayé d'expliquer ou de donner un sens à ce qui était arrivé. L'histoire de Karen Matthews est restée dans la chronique criminelle britannique comme l'un des exemples les plus démonstratifs de la façon dont le profit personnel et le calcul froid peuvent détruire la confiance de base entre un parent et celui qui se trouvait sous sa protection. Sans mystique, sans motif complexe, simplement un crime commis par ceux de qui on attend le moins une menace.